Bonjour à vous à la maison et re-bienvenue à ce nouvel épisode d'Érable en bref. Au cours des dernières années, les enjeux liés à la dépendance et à la santé mentale ont pris de plus en plus de place dans l'actualité et dans notre communauté. La hausse des besoins se fait sentir sur le terrain, notamment dans des régions comme la nôtre, où l'accès à des services spécialisés demeure essentiel. Aujourd'hui, on s'intéresse au rôle de la Maison de thérapie Victoriaville-Arthabasca, un organisme qui accompagne des hommes aux prises avec des problématiques de dépendance dans une démarche de rétablissement. Pour en discuter, nous recevons en studio M. Benoît Prince, directeur de la MDTVA, afin de mieux comprendre la mission de l'organisme, les réalités actuelles et les défis auxquels font face les ressources d'aide dans notre région. Bon épisode. Bonjour à vous à la maison et bienvenue à ce nouvel épisode d'Érable en bref. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de m'entretenir avec le directeur général de la MDTVA, la Maison de thérapie Victoriaville-Arthabasca. Monsieur Prince, bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est super apprécié. On apprécie vraiment que vous soyez déplacé. Ben, ça fait plaisir. Si on peut en parler, on va en parler. Exact. Nous, on en a parlé un peu avant que l'entrevue débute. Donc, on a appris à se connaître un peu plus. Mais pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas nécessairement à la maison, j'aimerais ça que vous vous présentiez à eux. Question de savoir à qui qu'ils ont affaire. Mais dans le fond, je suis directeur de la Maison de thérapie Victoriaville-Arthabasca. C'est un organisme qui est là depuis plus de 13 ans maintenant. Qu'on organise. Dans le fond, on est là pour aider des hommes qui ont des problèmes de consommation, dépendance avec l'alcool, la drogue, médicaments et toute autre dépendance connexe, dépendance affective. On dirait que c'est tout un package deal, ça, là. Puis, ça fait combien de temps, en fait, que la maison de thérapie est ouverte dans la région? Dans le fond, le premier résident est rentré en janvier en 2013. Okay. Donc, ça fait 13 ans, là, il n'y a pas longtemps. Ça fait 13 ans cette année. Oui. Ah, super. Puis, au départ, de ce qu'on se disait avant que l'entrevue commence, c'est que c'est vous qui l'avez créé, donc c'est vous qui l'avez parti, cet organisme-là. Qu'est-ce qui a motivé, en fait, que la création de la... Mais dans le fond, à la base, c'était un type que... Le tout début de tout ça, là, c'est Fernand Noël, c'est un gars de Victoriaville qui a réuni des investisseurs, parce que ça prend toujours de l'argent pour partir à un organisme lucratif, qui a réuni des investisseurs pour essayer d'acheter une bâtisse. Bon, ils sont partis ça tranquillement, ils ont créé un conseil d'administration. Par la suite, ils m'ont approché, moi, pour devenir le directeur de cette maison-là, ce que j'ai accepté avec un grand, grand plaisir. J'étais rendu là dans ma vie, ça faisait longtemps que je m'enlignais avec quelque chose du genre, fait que ça a juste bien fait. Ça a bien à donner, c'est ce qu'on peut dire. Il n'y a pas d'hasard. Hein? On parle souvent de la dépendance dans les médias. C'est un sujet qui est quand même assez traité souvent. Comment est-ce que vous avez vu ce sujet-là évoluer dans le temps depuis que vous êtes ouvert? Calvin. Premièrement, l'attente. Tu sais, la dépendance a augmenté. Il y a eu un boom, je dirais. Il y a eu deux booms. Pour moi, dans ma vision à moi de la dépendance, il y a eu deux booms. En 2018, la légalisation du cannabis et la pandémie. Ça a fait que ça l'a explosé. La dépendance au Québec a explosé. Et la dépendance, c'est le moteur d'un paquet d'autres choses, des problèmes de violence conjugale, des problèmes d'itinérance. Tu sais, dans les fêtes, là, on parle beaucoup d'itinérance de nos jours, là, parce que c'est... En tout cas, je ne dirais pas que c'est bien vu, mais c'est comme le sujet de l'heure. Là. Mais dans les fêtes, là, à peu près 70% des gens qui vivent une situation d'itinérance ont aussi un problème de consommation. Mais ça, ils n'en parlent pas. Ils parlent d'itinérance, mais nous autres, on essaie de traiter la dépendance comme telle pour éviter des viols, pour éviter que les prisons soient pleines, pour éviter que nos hôpitaux soient pleins. Parce que ça aussi, s'ils ne sont pas chez nous, ces gens-là, sont où? Ils sont en prison, ils sont à l'hôpital. Sont dans la rue, sont à squatter chez un ou chez l'autre, ou whatever. Donc, tout ça pour dire que depuis la pandémie, là, ça a vraiment explosé. On a passé d'environ 3 semaines, 1 mois d'attente à 2 mois, 2 mois et demi, voire même 3 mois des fois d'attente. Je trouve ça super intéressant parce que vous parliez de la pandémie, mais vous avez également mentionné la légalisation du cannabis. Oui. Ça, on dirait qu'on n'en parle pas nécessairement, c'est pas extrêmement traité, mais vous avez vu une corrélation entre l'augmentation des dépendances avec la légalisation du cannabis? Oui, parce que c'est sûr que je suis dedans, puis je le vois régulièrement, puis je jase avec les gens. Tu sais, exemple, là, j'ai un monsieur qui est rentré au centre, là. Il avait 60 et... Je pense qu'il avait été 72 ans chez nous, là. Ce monsieur-là, il avait pris sa retraite. Il n'avait jamais touché à ça de sa vie. Il avait toujours été tranquille. Puis là, ben, c'est devenu légal. Fait que ça... Ah, il m'a l'essayé. Mais, excusez-moi l'expression, mais il est tombé dedans. Il s'est ramassé en thérapie. Puis quand il me disait avec, puis j'osais avec, il disait, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je sais pas. C'est sûr que... Ça, c'est le genre d'affaires qu'on voit de temps en temps. L'autre chose qu'on voit plus, c'est la banalisation.
pour moi, le fait de l'avoir légalisé a banalisé le problème de consommation. Parce que ça fait que, il y a à vendre, il y a à vendre. Le gouvernement en vend. Fait que, pour les jeunes, je parle, il n'y a pas de problème. C'est légal. C'est légal, mais ça affecte pareil. Ça affecte qu'on se ramasse, nous autres, au centre, avec des gens qui ont des problèmes de santé mentale beaucoup plus vite et qui n'auraient peut-être pas eu. Du peut-être, on ne sait pas, c'est une bémol. Mais... Parce que les gens ont peut-être associé légalisation à « OK, c'est pas si grave que ça, on peut y aller ». Fait que voilà. C'est ça qui peut peut-être avoir causé une augmentation. Oui, c'est clair. C'est clair. Ça a enlevé des barrières. Puis, tu sais, là, il y en a qui vont dire « Ouais, mais on était à c'était rendu... » Peut-être, tu sais, je ne veux pas embarquer dans un débat de ça. Moi, ce que je constate, dans ma maison, dans mon entourage, dans les gens que je côtoie, c'est que ça l'a banalisé. Et en banalisant, les gens en ont abusé. Je vais dire ça comme ça. Vous l'avez dit, vous avez maintenant 2 mois d'attente, vous êtes surchargé un peu. Comment est-ce que vous gérez cette pression-là? Comment est-ce que vous faites pour justement garder la tête droite puis continuer à faire aller les choses? On se court une petite boule d'un coin. Pour vrai, on s'arrache les cheveux sur la tête. Parce que, tu sais, c'est dur de... Tu sais, là, on évalue le gars qui appelle, une personne qui décide de se prendre en main, là, c'est pas dans 10 ans, là. C'est là. Tu sais, le plus vite possible. On s'entend là, peut-être pas dans la journée même, mais le plus rapidement possible. Fait que là, on n'est pas capable de rentrer là. On n'est pas capable parce qu'on a de l'attente, puis, tu sais, on suit. Fait que, on fait quoi? On le met plus tard. Là, on le rappelle, puis on essaie de le suivre pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. On le rappelle régulièrement. Même à un moment donné, il ne répond plus. C'est ça. Parce que vous vous assurez quand même de faire le suivi pour voir si cette personne-là peut toujours être intéressée. Parce que, puis de le tenir, on essaie de le tenir. On essaie qu'il on y parle, on dit, lâche pas, tu sais, c'est une journée à la fois, ben, on a plein de trucs. Mais il est tout seul chez eux. C'est en tout cas, le pourcentage, pas de rechute, mais qui ne rentre pas, est assez énorme. Ça aussi, c'est une autre histoire. Là. C'est ça. Ça, c'est un problème qui peut être aussi un peu plus gros parce que c'est comme ça aussi dans les hôpitaux. Il y a de l'attente en psychologie aussi tout le temps. Fait que je me dis que c'est un problème qui est assez généralisé. Là, il y a de l'attente partout. Puis malheureusement, j'aime pas... En tout cas, on les échappe. Tu sais, ces personnes-là, ce gars-là là, qui a décidé aujourd'hui qu'il voulait rentrer en thérapie, là, parce que là, c'est là, il a pogné son bas fond, parce que tout le monde sait que... Ben, tout le monde... En tout cas, les gens dans le domaine savent que pour arrêter de consommer, ça prend un bas fond. Peu importe lequel. Mais qu'il l'a pogné là, puis qu'on leur tarde trop, puis qu'il ne rentre pas, ben ça va aller peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Quel dommage, quel ravage qu'il va faire en cours de route. C'est ça, je comprends ce que vous voulez dire, parce qu'une personne qui décide d'aller se prendre en main aujourd'hui, demain, c'est peut-être pas la même histoire. Peut-être que ça peut avoir changé en l'espace de 24 heures, si je me trompe. Oui, mais 24 heures, peut-être pas. Non, pas 24 heures, mais rapidement. Oui, assez rapidement. Quand le physique, tu sais, un consommateur qui pogne un bas fond puis qui va pas bien, puis là, il arrête de consommer. En arrêtant de consommer, le physique, surtout ce qui est plus jeune un peu, le physique reprend son gaz, puis tranquillement, pas vite, il pogne du poil de la bête, puis là, l'ego embarque, puis là, le gars, puis dans le fond, c'était pas si pire que ça se fait des idées. C'est tout un cheminement. Là, tu te ramasses que, puis fuck, dans le fond, c'est pas pire. OK. Votre programme peut durer environ 6 mois. Donc, 6 mois d'accompagnement pour quelqu'un qui décide d'entrer chez vous. Comment est-ce que vous accompagnez cette personne-là? Parlez-moi un peu du processus puis de la thérapie que vous offrez aux membres. Bien, dans le fond, c'est entre 3 et 6 mois. On a 2 programmes de 3 mois qui sont consécutifs. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire la phase 2 sans avoir fait la phase 1, on s'entend? Tu commences par la phase 1, après ça, tu fais la phase 2. Puis ça, c'est pour... Parce que d'accord, il n'y a pas personne qui a besoin des mêmes soins, il n'y a pas personne qui a besoin du même encadrement. Il y en a que 6 mois, c'est passé, là. Mais il y en a d'autres que 3 mois, c'est en masse. Tu sais, ça dépend où tu es rendu, ça dépend. Nous, quand on fait l'évaluation à la base, quand quelqu'un appelle, on l'évalue. Puis c'est à partir de là qu'on voit en jasant avec la personne. OK, mais ouais, finalement, toi, on va essayer 3 mois, on verra. Au pire, on le rallongera de nos 3 mois, c'est pas grave. Ou, c'est clair que ça va prendre 6 mois. Là. Le gars qui n'a plus rien, qui est dans la rue, qui fume du crack, qui est à côté, là. Ça se fait pas. Ça prend 2 mois, 2 mois et demi à ramener 2 jeunes avant des trous. Là, fait qu'à un moment donné, 3 mois, c'est passé. Là. C'est ça. Fait que c'est quand même adaptatif, si je comprends, c'est que vous vous adaptez aux besoins des personnes qui vous consultent. Tout le temps. Okay. On prend la personne où ce qu'elle est au moment où elle nous appelle, puis après ça au moment où elle rentre, puis après ça au moment où elle évolue. Puis on s'en va avec ça. Puis la manière dont ça fonctionne, nous autres, on est basé beaucoup sur le programme des 12 étapes de l'alcoolique anonyme. On croit... on n'est pas un centre de confrontation. On n'est pas... C'est sûr que...
Puis je les agace toujours en disant, si vous me faites chier, vous allez me rencontrer. Mais mais c'est la blague, c'est qu'on n'est pas là pour confronter. Tu sais, on est là pour les accueillir, essayer de les épauler le plus possible. Puis moi, c'est ça à quoi je crois. Après ça, c'est de changer toutes les mindsets, il y a de la thérapie, là, l'avant-midi, l'après-midi, ça, c'est à part. Puis le soir, il y a des nights. Ça, c'est à part des rencontres individuelles avec les intervenants. Chaque personne est rencontrée minimum, je dis bien minimum, une fois par semaine par son intervenant. On y fait plein d'interventions. Il y a des choses à mettre en place. Il faut qu'ils se mobilisent. Il y a un encadrement à suivre. Tu sais, tout ça pour ramener un certain équilibre. Dans le gars, parce que quand on consomme, je dis parce que je suis un ancien consommateur, je m'en cache pas, là, tout le monde le sait ou à peu près, là. Mais quand on consomme, on est désorganisé complètement, là. Fait que tout ça, c'est pour recadrer, placer tout ça dans un certain sens. OK. Puis est-ce que vous pouvez me parler justement, vous avez dit c'est 12 étapes des alcooliques anonymes. Oui. Est-ce que vous pouvez me parler de cette méthode-là que vous utilisez chez vous? Bien, dans le fond, c'est reconnu mondialement. Le mode de vie des alcooliques anonymes est là depuis 1935. Ça a commencé avec 2 gars. Puis c'est très, très, très simple. C'est basé sur l'honnêteté, la spiritualité, puis l'humilité, surtout l'humilité, pour arriver à dire, OK, j'ai perdu le contrôle de ma vie, j'ai perdu le contrôle de ma consommation. À partir de là, l'esprit rouvre, puis on commence à faire d'autres choses. Est-ce que le programme au complet sur 6 mois est basé sur les 12 étapes? Bien non. C'est un outil parmi tant d'autres. On a des ateliers thérapeutiques, on a 26 semaines d'ateliers, là. On s'entend qui, à chaque semaine, change de thème, puis à chaque jour, change de thème aussi, dans la semaine. Fait que, tu sais, on est très, très, très structuré. Ben, toutes les maisons de thérapie sont structurées. Je veux pas, là, on parle de moi, là. mais tu sais, on est structuré, on a une méthode, puis on donne des outils. Tu sais, là, on sait qu'un être humain, quand ils vont aller à l'école ou whatever, il va réussir à garder à peu près 10-15% de ce qu'il entend. Fait que les autres, on en chauffe plus que possible pour qu'il en reste le plus possible. Puis, suite à ça, on s'est affilié aussi pas affilié, mais on a permis à des organismes comme Alcooliques Anonymes ou Narcotiques Anonymes de venir faire des meetings au centre pour qu'ils se créent des amitiés entre les gens qui sont dehors, qui mettent le mode de vie en pratique, puis qui s'en sont sortis. Tu sais, parce qu'on reste, tu sais, là, on reste toujours, ceux qui passent par là puis qui réussissent à s'en sortir, puis tu sais qu'il y en a beaucoup, là, ben, ça reste que c'est des attraits pour ceux qui commencent, puis que ça se peut pas. Si je serais vraiment capable de faire une semaine, puis finalement, tu rencontres un gars qui a fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 33 ans dans mon cas. Tu sais, il y a de tous les temps, là. Mais une journée, 1 heure, c'est une victoire. Puis, ça commence par ça. Exact. Puis est-ce que des fois, il y a des membres qui s'en sont sortis, comme vous l'avez dit, qui reviennent vous voir puis qui vous proposent leur aide? Oui, ça arrive, ça? Oui, régulièrement. Okay. Puis comment vous utilisez cette aide-là? Comment est-ce qu'eux peuvent être utiles pour vous dans le contexte de thérapie puis dans le contexte d'atelier? Il y a plusieurs manières. Il y en a, tu sais, j'en ai qui vont venir faire du transport. J'en ai aussi qui vont venir au meeting. On a 3 meetings par semaine au centre. Puis qui vont être là juste pour aider, juste pour être quelqu'un, pour redonner ce qu'ils ont reçu, puis montrer que ça se fait. Ils vont épauler. C'est sûr qu'on ne fait pas travailler dans le centre, on s'entend. À moins que quelqu'un, puis ça aussi, c'est arrivé, quelqu'un qui est allé suivre son cours après, puis il est allé tout suivre ses formations, puis là, il est diplômé, là, on va le prendre, parce que nous autres, au centre, ceux qui travaillent là, je parle des intervenants, ben c'est des intervenants diplômés. C'est pas monsieur du coin de la rue qui a arrêté de consommer, puis une semaine après, il se ramasse intervenant. C'est pas ça, il y a tout un processus. Non, je comprends, absolument. Tantôt, vous l'avez dit, structure. Pour avoir une bonne structure, ça prend, j'imagine, une bonne équipe. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez me parler de l'équipe chez la MDTVA? Combien de membres vous êtes? C'est quoi le rôle de chacun des personnes qui sont en charge? Ben, je peux te dire que j'ai la meilleure équipe au monde. J'espère qu'ils m'entendent tous, ils vont tous l'écouter. Non, c'est des blagues. Je le répète souvent parce que, pour vrai, on a une Christie de belle équipe. On est 16. Je me suis jamais si c'est 16 m'incluant ou m'excluant, mais en tout cas, c'est 16 ou 17 qu'on est. Tu sais, c'est du 24-7, là. J'ai du monde dans la cuisine, j'ai du monde dans l'administration, puis Dieu sait que ça en prend parce que on se fait souvent donner par l'aide sociale qui refuse de nous payer pour des raisons X. Ça, c'est un autre dossier. Puis, on a des intervenants qui sont là de jour, de soir, de nuit. Tu sais, moi, j'ai minimum 2 intervenants tout le temps, de 8 h le matin à 10 h le soir, 7 jours semaine. Ça, c'est un minimum. Dans la semaine, là, comme dans l'après-midi, ils sont 4, 5, 6. Là. Ça dépend des journées, ça dépend des... Parce que, tu sais, j'ai comme 2 ateliers qui se donnent en même temps l'après-midi. La phase 1, phase 2. Fait que déjà là, ça prend 2 intervenants. Ça en prend sur le plancher, ça en prend dans les bureaux. J'ai une personne qui fait que les évaluations, mon agente de liaison, qui, elle, va tout fait les admissions. Puis j'en ai un autre qui va s'occuper de plus des sorties.
un autre agent de liaison, intervenante de liaison qui va s'occuper de la sortie. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui travaille pour aider les gars, puis on croit en eux autres. Là. Ouais. On lui donne toutes les chances possibles. Les personnes qui réussissent à s'en sortir, en fait, est-ce que vous les accompagnez une fois que la thérapie est finie ou sont pas laissés à eux-mêmes, mais est-ce qu'il y a un accompagnement qui se fait une fois que les personnes sortent du programme? Il y a un accompagnement. Est-ce qu'il est suffisant à mon goût? Non. Ouais. Mais oui, il y a un accompagnement. C'est-à-dire qu'on reste toujours disponible pour eux autres. En tout temps, ils peuvent appeler 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au centre. Dans le jour, s'ils veulent parler d'un intervenant, il faut qu'ils appellent au centre pour ça. Ce bout-là, on le fait, puis on le fait bien. On en donne, puis même moi, là, après un an, parce que le code d'éthique nous oblige à être un an, mais après un an, souvent, là, je vais aller chercher sur Facebook, on jase ensemble. Moi, il y en a plein avec qui je jase encore, de Victo, de Québec, d'un peu partout. Fait que ça, c'est une chose. Mais où ce qu'il y a un manque, c'est les personnes qui ont besoin de plus que 6 mois. Ça fait longtemps que je travaille pour essayer d'avoir une maison de réinsertion à Victo. Une maison de réinsertion après thérapie, post-thérapie. On s'entend pas judiciaire, mais post-thérapie, pour aider ces gars-là. Parce qu'il y en a qui se partent dans la rue, puis il y en a qui partent de loin. Puis, fait que, comme je disais tantôt, quand on les prend au départ, on les prend où ils sont. Mm-hmm. C'est juste où ils sont. Pour ça, on les amène. Mais c'est pas tout le monde qui est à la même place. C'est pas tout le monde qui a même passé. Tu sais, il y en a qui ont parti à moins 50 dans la vie, là. Moi, j'ai trop dit. Moi, je pensais qu'elle avait parti à moins 20, mais depuis que je parle aux centres, je suis pas pire, je trouve. Mais ça pour dire que, tu sais, il y en a qui partent de loin, puis c'est pas de faute aux autres. Fait que là, on prend le temps ça prendrait une maison de réinsertion pour avoir un encadrement, parce que quand ils sortent de thérapie, ça c'est le nerf de la guerre. Ceux qui sont de Victo, qui veulent rester à Victo, tu sais, là, je veux pas être méchant, mais des endroits pas chers, vraiment pas chers dans les chambres, là, c'est pas nécessairement recommandable pour quelqu'un qui veut arrêter de consommer, qui est en processus, qui a arrêté, puis qui veut continuer. Tu sais. Malheureusement, c'est ça la réalité. Fait qu'on fait quoi? Là, ça me prend du financement, puis ça, j'en ai pas pour l'instant. Est-ce qu'il y a des collaborations? Est-ce que vous faites des collaborations avec des organismes de la région qui, eux, peuvent aider pour la réinsertion sociale après? On a un petit peu, pas nécessairement de la réinsertion, mais au moins de l'hébergement. Comme, je cherche le nom, j'ai un blanc d'un coup sec. Sur la rue Saint-Paul, à Victo, un organisme qui... Communauté du désert. OK. Communauté du désert, qui vont en accueillir des gens qui ont fait une thérapie, mais c'est seulement un hébergement. Tu sais, ils sont super fins. Ceux qui sont là sont adorables, mais c'est pas des intervenants. Non, c'est ça. Moi, ce qu'on a besoin, selon moi, c'est un endroit qui est barré, qui va un intervenant là, peut-être pas la nuit, mais au moins 2 jours, de 8h à 10h, quelque chose de même, pour que si tu as un rush, si la personne qui est sortie qui a un rush, parce que souvent, les gens vont rejeter parce que c'est une impulsion, hein, c'est une impulsivité, c'est comme ça, là. Faut la faire passer, celle-là. Fait que là, ils vivent une émotion, ils vivent de quoi, ils sont pas capables de se gérer, ils sont pas capables de gérer ça. Fait que là, la première réflexion, parce que c'est celui qui ont eu une partie de leur vie, c'est d'aller consommer. Mais si à ce moment-là, il y a quelqu'un à qui parler, bien, ils vont se retourner vers lui, puis l'impulsion va passer, puis on va sauver une recette pour cette fois-là. Donc, c'est primordial qu'on ait comme un centre de jour à Victo avec des chambres, 12, 14 chambres. T'sais, j'ai acheté, d'ailleurs, on a acheté un terrain puis une bâtisse exprès pour faire ça. Okay. Mais le problème, c'est le financement. Là. Mais ça reste que c'est dans les plans, puis il y a quand même un terrain qui a été acheté. Donc, c'est dans les plans qui... Oui, okay. C'est dans les prévisions. Ouais. On travaille là-dessus. On est un organisme communautaire. Ouais. Est-ce qu'on a de l'argent? Ben non, on n'a pas d'argent. Je suis pas capable de mettre, je sais pas moi, 500 000 pour partir une bâtisse, parce que la bâtisse que je veux coûterait aujourd'hui 1 million, 1,2 million, tu sais. Fait que ça prend de l'argent, ça prend des soutiens financiers, mais tu sais, à un moment donné, des gens autour, tu sais, des places où faire des dons, il y en a plein, hein. Ouais. Puis la dépendance, ben, c'est pas vraiment willing. C'est pas ce qu'il y a de mieux comme... pour aller chercher des dons, mettons. Est-ce que vous sentez qu'il peut peut-être avoir un préjugé, justement, des gens qui se retiennent de faire des dons parce que on parle de consommation? Est-ce qu'il y a un préjugé par rapport à ça? Il y a encore un préjugé dans notre société, malheureusement. Est-ce qu'il est moins pire qu'il y a 20 ans? J'avais pensé que oui, mais des fois, je suis pas sûr. Puis comment ça se manifeste dans le quotidien, ça, ce préjugé-là? Est-ce qu'il se manifeste? Ben, il va se manifester parce que les gens vont... Tu sais, là, la meilleure image que j'ai, là, c'est que tant et aussi longtemps que la personne n'a pas besoin de nous autres, tant et aussi longtemps qu'ils ne sont pas affectés, ils disent que ça se peut pas, bien qu'arrêter, tabarnache, puis, tu sais, là... Mais quand que le jour... Tu sais, là, moi, mon Facebook, puis mon numéro... Moi, j'ai le même numéro de celui-là depuis 40 ans, à peu près. Fait que, tu sais, puis ça fait longtemps que j'ai déjà arrêté de consommer. Fait que, moi, mon téléphone sonne soit sur Facebook, soit mon téléphone. Personnellement, là...
si c'est pas 4 fois par semaine, c'est pas rien. Là. Regarde aussi. C'est drôle. En le disant. mais puis là, les gens, là, ils ont l'esprit ouvert. Hey, tu peux-tu m'aider, mon gars, ou tu peux-tu m'aider, mon frère, mon chum, ou peu importe quoi. Mais ça reste honteux. Ouais. Ça reste que c'est une maladie. C'est une maladie, je le dirai jamais assez. C'est une maladie, mais dans la tête des gens, c'est honteux d'être atteint de ça. C'est ça. Pourtant, quelqu'un qui a le diabète, c'est pas honteux. C'est une maladie, ça aussi. Puis c'est une maladie qui se ressemble un peu. Le diabète, souvent, bon, on catégorise, le gars, il peut pas manger de sucre, mettons, là, mais c'est plus fort que lui, il en mange. Ben, la dépendance, c'est la même affaire. Il peut pas boire, ou il peut pas prendre un joint de pote, ou peu importe quoi d'autre. Puis il sait qu'il va mourir, puis il fait pareil. Puis comment vous expliquez ça comment vous expliquez à travers la thérapie à quelqu'un qui en a besoin, que justement, c'est une maladie? Ça, là, c'est le travail d'une vie? C'est le travail d'une vie. À peu près. Parce qu'encore là, à cause... Tu sais, là, c'est reconnu mondialement, c'est reconnu par l'Association de la santé du Canada, c'est reconnu partout que c'est une maladie. Mais on dirait que les gens, ils pensent que ce n'est qu'une question de volonté. Et c'est pas une question de volonté. C'est une maladie qui va travailler surtout sur 3 aspects. Puis si tu plies pas les genoux, si tu donnes pas ça à quelqu'un, si tu fais pas tout ce que tu as fait pour t'en sortir, ben tu t'en sors pas. Malheureusement, c'est ça la réalité. Mais est-ce que les gens, y a-t-il une manière précise? Non. Il n'y a pas de manière précise. C'est de le dire, de documenter. On a un paquet de documents, mais il n'y a pas de recette miracle encore là. C'est une question d'ouverture d'esprit. Ah, super. Le temps file. Si vous aviez un message à passer, en fait, aux gens de la région, à Victoriaville, dans la région de l'Érable, ça serait quoi ce message-là? Un message? J'en ai plusieurs. Mais un message, c'est juste de rester l'esprit ouvert. D'essayer d'avoir l'esprit ouvert versus ça. Parce que, malheureusement, c'est une maladie qui détruit beaucoup et qui fait beaucoup plus de ravages que les gens pensent. Tu sais, là, les accidents d'automobile causés par la consommation, tu sais, je n'ai parlé un peu tantôt. Tu sais, quand tu englobes tout ça, là, le dénominateur commun d'un paquet de problèmes, là, ben, c'est la consommation. Les prisons seraient peut-être à moitié vides s'il n'y aurait plus de consommation. Les hôpitaux, encore là, les urgences surtout, seraient beaucoup moins engorgés s'il n'y avait pas de consommation. Il y aurait beaucoup moins de gens en itinérance. Les maisons de femmes violentées, ils seraient beaucoup plus petites aussi. Hommes alternatifs seraient beaucoup moins occupés. Comprenez-vous que, tu sais, je dis pas que tout est la cause de ça. Mais la consommation, c'est ce qu'elle fait souvent, c'est qu'elle va enlever l'inhibition, le petit break qu'un être humain a quand il dit « Ah non, je fais pas ça ». Quand il consomme, mais il ne veut plus ça. Donc, si tu enlèves la consommation, mais il y a beaucoup de problèmes. Donc, gardez l'esprit ouvert. Tu vas me demander un petit message, mais j'ai de la misère. Puis pour les personnes qui souhaiteraient vous rejoindre, comment est-ce qu'on peut vous trouver? Avez-vous un site Internet? Oui. Oui. On a un site Internet, on a une page Facebook, lamdtva.org ou Maison de thérapie Victoriaville dans Tabasco. Vous allez arriver dessus dans les 2 sens. Vous pouvez téléphoner 819-357-7710. Il y a toujours quelqu'un qui va vous répondre. Et qui va vous diriger, parce que, tu sais, c'est pas parce que vous avez un problème de consommation que nous, on est à la bonne place. Moi, je n'ai pas l'intention, pas l'intention, mais la prétention. La prétention de dire qu'on est le remède pour tout. Non, c'est pas vrai. Il y en a pour qui, moi, j'en dirige des fois ailleurs, dans d'autres maisons de thérapie, pour des thérapies plus courtes, là. Des fois, si tu poses des questions, au pire, appelle, on va t'être guidé. Super. Benoît, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être venu nous rencontrer, puis merci pour cette belle discussion-là. C'est super apprécié. Bien, merci à toi. Cette entrevue nous a permis de mieux saisir l'ampleur des besoins en matière de dépendance dans la région, mais aussi de l'importance du travail effectué par la maison de thérapie Victoriaville-Arthabasca auprès des personnes qui entreprennent une démarche de changement. À travers les explications de M. Benoît Prince, on constate que l'accompagnement, la prévention et l'accessibilité aux services demeurent des éléments clés pour répondre à la réalité actuelle. Pour toute personne se sentant concernée directement ou indirectement, il est possible d'obtenir de l'information ou du soutien en communiquant avec la MDTVA. Merci encore une fois à vous d'avoir été à l'écoute et on se retrouve très bientôt pour une autre émission d'Érable en bref. C'était Jacob Canville à la TVC.